Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission à Paris, sur les Champs-Élysées, avec la photo d'une tradition bien française, le défilé militaire du 14 juillet, ou comment la célébration de la prise de la Bastille en 1789 est progressivement devenue fête militaire, notamment à partir de 1880. Le président de l'époque, Jules Grévy, souhaitant mettre en scène le redressement de la France après sa défaite contre l'Allemagne. La France ne peut être la France sans la grandeur, écrivait en 1954 le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. Cette grandeur française est, vous le savez, un thème récurrent dans les discours de la plupart des candidats à la présidentielle, de même que la figure du général, souvent invoquée. Alors nous, au-dessous des cartes, on a voulu évaluer la juste place de la France dans le monde du 21e siècle. Économie, militaire, diplomatie, hard, gold et soft power, voici la France entre puissance et peur du déclin. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est parvenue à maintenir son rang sur la scène internationale. Voyons comment. Elle est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, au même titre que les États-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. Comme ses 4 partenaires, elle dispose aussi de l'arme nucléaire, ce qui lui octroie une place prépondérante dans la géopolitique mondiale. Même si avec 67 millions d'habitants, la France pèse peu face aux 1,4 milliard de Chinois ou face aux 332 millions d'Américains. Si l'on regarde le PIB à présent, la France est également loin derrière les États-Unis ou la Chine, mais elle se classe tout de même en 7e place, non loin de l'Allemagne, 4e place, mais après le Royaume-Uni et l'Inde, qui lui ont ravi sa 5e, puis sa 6e place. La France, c'est aussi une économie qui continue d'attirer, avec dans le top 5 des pays investisseurs, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et les Pays-Bas. Autre caractéristique de l'économie française, sa dette. La dette publique française a atteint 115% du PIB en 2020, là où l'Allemagne est parvenue à rester sous la barre des 70%. Berlin fait également mieux que Paris en termes de balance commerciale, puisque la France a accusé en 2020 un déficit de 64,7 milliards d'euros, là où l'Allemagne est parvenue à un excédent de 183,2 milliards d'euros. Un déficit commercial qui s'accumule depuis 20 ans pour la France et qui s'explique en partie par le recul du secteur industriel français, qui est passé de 17,5% du PIB en 1995 à seulement 11% en 2019. La France reste pourtant une puissance industrielle dans des secteurs clés comme l'automobile, l'agroalimentaire, le BTP, l'aéronautique, bien entendu avec Airbus, ou encore l'énergie. Avec ses 56 réacteurs en activité, la France est par exemple une grande puissance nucléaire civile. Cette dynamique industrielle hexagonale s'appuie sur les 54 pôles de compétitivité lancés en 2004 qui permettent de favoriser l'innovation dans des secteurs spécialisés, comme c'est le cas pour la Cosmetic Valley, située entre Chartres et Orléans. Alors parlons justement du marché du luxe français qui se porte très bien. 4 groupes tricolores figurent ainsi dans le top 10 des plus grandes entreprises mondiales du secteur. LVMH arrive en tête, suivi par Kering en seconde position, L'Oréal en 5e ou encore Hermès à la 9e place de ce classement. Mais à côté du très haut de gamme, l'industrie textile est en déclin en France, comme on peut le voir dans les régions historiques comme les Hauts-de-France. En 2021, le textile regroupe encore 2150 entreprises qui emploient plus de 60 000 personnes, mais en 30 ans, ces effectifs ont été divisés par 7. En réalité, l'économie française est aujourd'hui dominée par le secteur des services, qui représente 80% du PIB. Aux côtés des leaders mondiaux dans le domaine de la banque, des assurances ou encore de la grande distribution, on trouve le tourisme, qui représente 10% du PIB.
Le climat océanique hexagonal, si apprécié des touristes, est également favorable à l'agriculture française, qui représente 3,6% du PIB et 5,6% de l'emploi, et fait ainsi de la France la première puissance agricole européenne et le sixième exportateur mondial. Enfin, territorialement, la France a un atout majeur. Elle est bien plus vaste que le seul hexagone, Corse comprise. En plus de ses 5 départements et régions d'outre-mer, avec la Réunion et Mayotte dans l'océan Indien, mais aussi la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, la France est également souveraine sur des collectivités comme Saint-Pierre-et-Miquelon, au large de Terre-Neuve, Saint-Barthélemy et Saint-Martin aux Antilles, mais aussi dans le Pacifique, où la France entend rester une grande puissance, comme nous le verrons tout à l'heure, avec la Polynésie française, Wallis et Futuna, et bien sûr la Nouvelle-Calédonie, qui en décembre 2021 a voté contre l'indépendance. À ces territoires, on peut ajouter les zones dédiées à la science que sont les terres australes et antarctiques françaises. La France possède ainsi le deuxième plus vaste domaine maritime au monde après les États-Unis, mais devant la Chine. On l'aura compris, la France dispose d'atouts considérables, diplomatiques, militaires, économiques ou scientifiques, qui lui permettent de continuer de jouer un rôle important sur la scène internationale. Cependant, la place de la France dans le monde est aujourd'hui menacée par la montée en puissance de nouveaux acteurs, Chine, Inde notamment. Alors pour continuer de peser dans ce monde multipolaire, la France compte sur l'Union européenne et c'est ce qu'on va voir maintenant. De janvier à juin 2022, la France exerce la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Membre fondateur, la France a toujours considéré l'Union comme une nécessité, elle y fait 54% de ses échanges. La présidence Macron a plaidé en 2021 pour une plus grande intégration économique, avec le plan de relance post-Covid-19 de 750 milliards d'euros, un mécanisme de soutien historique rendu possible par l'intensité du dialogue entre Paris et Berlin. La France qui a plaidé également à l'occasion de sa présidence de l'Union en faveur d'une Europe autonome au niveau stratégique, à la fois en termes technologiques et militaires. Alors regardons justement la façon dont la France se positionne militairement dans le monde. Aux bases situées sur le territoire hexagonal et en Outre-mer s'ajoutent des bases militaires en Afrique et aux Émirats arabes unis, ainsi qu'un déploiement maritime en Atlantique Nord, dans le golfe de Guinée et dans l'océan Indien. S'agissant de la marine de guerre, la France se place au 7e rang en termes de tonnage et elle est l'une des 5 flottes mondiales à disposer d'une dissuasion nucléaire embarquée permanente. Au total, en 2020, l'armée française comptait 205 700 personnels militaires, dont 30 000 étaient déployés en opération, avec 400 militaires dans les pays baltes dans le cadre de l'OTAN, 720 casques bleus dans le cadre de mandats de l'ONU, notamment au Liban, en RDC ou encore en République centrafricaine, 600 militaires pour l'opération Chamal, couvrant la Syrie et l'Irak, et 5100 soldats enfin dans le cadre de Barkhane, répartis dans la zone sahélienne entre la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Un dispositif militaire qui a été revu à la baisse par le président Macron à partir de juillet 2021, avec la fermeture de 3 bases françaises situées dans le nord du Mali, à Tessalit, Kidal et Tombouctou. Puis en février 2022, soit 9 ans après le début de l'opération Serval pour repousser les forces djihadistes, Paris a confirmé le désengagement progressif des forces françaises installées au Mali. Il faut dire que la présence française en Afrique est remise en cause par de nombreux acteurs qui entendent bien prendre le relais des anciennes puissances coloniales comme la France. Exemple avec les Chinois, qui en 2021 ont des accords militaires avec 6 pays d'Afrique. On peut ajouter à cela les manœuvres russes, qui ont déployé des mercenaires du groupe Wagner en République centrafricaine, mais aussi en Libye, au Soudan, au Mozambique, et qui, début 2022, étaient en déploiement au Mali. En 2021, c'est aussi et surtout dans la zone Indo-Pacifique que la France veut convaincre qu'elle demeure une puissance mondiale. Face à l'émergence des géants chinois et indiens, la France a commencé à se rapprocher de l'Inde et de l'Australie dans les années 2000 pour tenter de construire un axe stratégique Paris-New Delhi-Canberra.
Mais la crise diplomatique déclenchée en septembre 2021 par la création de l'alliance AUKUS entre Washington, Canberra et Londres contre Pékin et l'annulation du contrat de livraison à l'Australie de 12 sous-marins français a bouleversé la donne régionale et les ambitions de Paris. Car l'Indo-Pacifique abrite 93% de la zone économique exclusive française et 1,6 million de ressortissants répartis dans les divers territoires d'outre-mer. Un rapprochement avec l'Inde et d'autres pays de la région est toujours envisagé. Delhi a ainsi acquis 36 avions de combat Rafale du groupe Dassault en 2016 pour un montant de 7,87 milliards d'euros. Et Paris compte sur le renforcement de partenariats déjà engagés avec le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam ou l'Indonésie pour tirer son épingle du jeu. Voilà, sans doute la France est-elle devenue, comme le disait l'ancien président Giscard d'Estaing, une grande puissance moyenne de rayonnement mondial, atout militaire et diplomatique incontestable, mais dynamisme économique plus fragile, avec une influence culturelle et linguistique encore bien réelle. On peut dire que la France dispose toujours des attributs de la puissance, mais qu'elle doit désormais, dans un monde multipolaire dominé par des géants américains, chinois, indiens, compter sur l'Union européenne et sur le multilatéralisme pour continuer de peser. Enfin, la France a un handicap qui lui est propre, une défiance envers les institutions et une peur de l'avenir beaucoup plus élevée que dans tous les pays européens de niveau économique comparable. Pour aller plus loin, cet ouvrage collectif dirigé par le spécialiste des relations internationales Frédéric Charillon, qui revient également sur ce penchant très français pour l'autodénigrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.